Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous informer à travers cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici le sommaire. Violation des droits de l'homme, crime contre l'humanité dans la partie est du pays. Les auteurs de ces actes répondront tôt ou tard devant la Cour pénale internationale. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a été reçu par le chef de l'État. Kananga, menacé par les têtes d'érosion, la situation s'est amplifiée et des mesures urgentes ont été prises à la deuxième session du comité de pilotage national. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Les causes du drame humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo doivent être examinées au cours d'une conférence internationale de Kinshasa au mois d'avril prochain. Cette conférence qui va réunir les hauts cadres du monde sera organisée en collaboration avec le bureau du procureur général de la CPI. Karim Khan a rencontré le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo Kibambe et Somoïsa. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question, à l'occasion de cette conférence, d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos voeux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Voilà, des sanctions plus fermes de la communauté internationale sont attendues dans les prochains jours contre le Rwanda pour l'agression de la République démocratique du Congo. C'est une assurance divise au Premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Pierrot, son nom l'a dit à l'issue de la rencontre avec la Première ministre Judith Suminwa en marge de la participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Cette rencontre de la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, avec le vice-premier ministre belge Maxime Prévost, intervient au lendemain de la décision du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense. Le Conseil a également décidé de réexaminer le protocole d'accord conclu le 19 février 2024 avec le Rwanda. Nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi et avec mes collègues des affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois
la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal en tout cas a été acquis, tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Pour favoriser le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. La Belgique croit aux sanctions plus fermes dans le prochain jour contre le Rwanda. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a ensuite rencontré les ONG internationales de défense des droits de l'homme avec qui elle a échangé sur la situation sur le terrain. Elle a réitéré le fait que, pour elle, l'heure n'est plus aux simples condamnations, mais plutôt aux sanctions. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit ses grandes manœuvres diplomatiques à Genève en Suisse. La chef du gouvernement est sur plusieurs fronts en vue de trouver des solutions à la crise dans l'est du pays et obtenir des sanctions plus fermes contre le Rwanda pour les exactions commises. Ce mercredi, Judith Suminwa a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, sur le type de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Contribuer à l'effort de guerre, ce don a été officiellement remis aux autorités militaires de la base de Kitona par le gouverneur de province lors d'une matinée politique à Mwanda. Reportage Pierre Mbouou Saïdi. La cité côtière de Mwanda dans la province du Congo central a connu ce mardi 25 février 2025 une ambiance toute particulière avec la tenue sur l'esplanade du bâtiment administratif du territoire d'une importante matinée politique de sensibilisation, de mobilisation de la conscientisation de la population des Congo d'une part et de toutes les formations politiques, membres de la méga plateforme politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée pour la nation, œuvrant dans cette partie du pays à soutenir le commandant suprême de nos forces armées et de notre police et nous voyons FRDC engager ton front pour sauvegarder l'intégrité territoriale et cristalliser les aspects positifs de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur les échiquiers tant national, africain que mondial. Signalons que cette matinée politique fut précédée par la remise sur le perron du bâtiment administratif d'un important lot de biens et des fonds collectés auprès des diverses couches sociales de la province, lesquelles collectes ont été remises aux autorités compétentes de la base militaire de Kitona pour être d'abord distribuées aux nouveaux recrues au Congo, engagés à servir la nation sous le drapeau et ensuite être cheminés dans certains camps militaires dans la partie est du pays. Quel est l'apport et l'attitude des jeunes en temps de guerre? Cette question a été débattue au cours d'une conférence débat organisée à l'UNICIC par la coordination estudiantine. Paulette Lomba et Siandi Imaka étaient là pour le compte de la RTNC. Sensibiliser, mobiliser et promouvoir la paix en cette période de guerre que traverse la RDC dans sa partie Est sont là les objectifs principaux poursuivis par cette activité dénommée Voix de la paix, solidarité et sensibilisation avec comme thème apport et attitude de jeunes en temps de guerre. Pour ce faire, 3 intervenants chacun avec un sous-thème précis dans le contexte de la guerre ont développé de manière succincte le comportement que doit avoir la jeunesse pour activer
activer l'éveil patriotique, l'engagement de jeunes Congolais dans le processus de paix, l'impact de la guerre sur la jeunesse et la stratégie pour une survie. À la jeunesse, j'ai incité à l'innovation mais aussi à la résilience. Dans le domaine économique, en période de guerre, tout est troublé. Il faut être en mesure de réinventer la nouvelle économie. Pour Naomi Kidienga, présidente des étudiants de l'UNICIC, l'éveil patriotique, l'amour de la patrie doit caractériser chaque étudiant. Nous avons organisé cette activité pour permettre aux jeunes de notre université d'éveiller leur conscience d'abord de 1 et de leur permettre de comprendre qu'ils ont un travail dans notre pays et de 2, de leur faire comprendre que l'ennemi bien sûr peut attaquer, mais dans l'unité, dans le travail, nous pouvons gagner. Cette activité est un message de soutien pour nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Et c'est pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dire que nous sommes contre et nous voulons la paix dans notre pays. Cette initiative vise à sensibiliser la communauté universitaire de l'UNICIC, aussi encourager une culture de paix et de solidarité en RDC. Le vice-premier ministre de la fonction publique est arrivé hier à Mbuji-Mayi pour la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services déconcentrés dans l'espace Grand Kassai. Le reportage est de Cédric Renina et Nadine Kilocho. Arrivé à Mbuji-Mayi, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé la cérémonie de la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents de carrière des services déconcentrés dans les provinces du Kassai, Kassai oriental, Kassai central et Lomami, en présence des députés nationaux et les gouverneurs des provinces concernées. Après la publication de l'annuaire des agents des services centraux et déconcentrés à Kinshasa, le gouvernement de la République marque un pas décisif dans la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Il y a encore quelques années, c'était presque un tabou pour tous les responsables politico-administratifs de notre pays de pouvoir répondre à la fatidique question: combien de fonctionnaires y a-t-il dans notre pays? C'est tabou qui a traversé plusieurs régimes politiques auparavant, dont celui dirigé notamment par ceux qui, sans vergogne, tentent aujourd'hui de s'improviser à donneur de leçons de gouvernance et en train d'être levé par la volonté ferme et sans faille d'un digne fils du pays, en l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La publication des annuaires de 4 provinces de l'espace Grand Kassai est un aboutissement d'un travail de dur labeur sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la supervision de Madame la Première ministre. Ce qui était possible hier est rendu possible aujourd'hui. La fonction publique était dans un gouffre indescriptible, mais avec le travail qu'il a mené, il fait sortir la fonction publique de ce gouffre-là. En marge de la publication des annuaires, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a fait appel à toute la nation de faire bloc derrière les FRDC et les commandants suprêmes pour la défense de la mère patrie. Nos forces armées sont au front et se battent avec courage. Il faut que toute la nation fasse bloc derrière elle et les commandants suprêmes pour défendre comme il se doit notre mère patrie. Se battre pour une cause juste, c'est déjà une victoire, dit-on. Notre cause est juste et nous allons gagner. Après l'espace Grand Kassai, la prochaine étape concernera respectivement les provinces du Kwango, Kwilu et Congo central. Les agents de l'État qui ont rendu des loyaux services à l'État ont droit à une retraite honorable et ceux de l'autorité de régulation des marchés publics ont été honorés pour leur carrière exemplaire, nous dit Gaëtan Magalano dans ce reportage. Applaudi par ses anciens collègues, il est le symbole de l'accomplissement d'un travail bien fait depuis l'avènement de l'autorité de régulation de marchés publics en 2010. Premier retraité de cette entreprise étatique, ce vendredi, c'est désormais ancien chef de division, est honoré par le conseil d'administration. Le directeur général a exprimé sa gratitude aux retraités pour le service rendu pendant plus de 10 ans, en soulignant la qualité d'un travail assidu, motivé et rigoureux. Comme le prévoit la convention collective de la RNP, une promotion individuelle a été accordée aux concernés et la direction générale s'attelle à accorder les avantages dignes et à la hauteur des services rendus depuis tant d'années de prestations à la RNP. C'est ici le lieu d'adresser mes remerciements les plus sincères à M. Wakunjoli pour son esprit d'équipe et
son sens élevé de professionnalisme au cours de sa carrière professionnelle à la direction générale de l'ARMP. Le président du conseil d'administration de l'ARMP a souligné la valeur et la rigueur du traitement qui a servi l'ARMP pendant plusieurs années en insistant sur son caractère d'un homme paisible et travailleur. Je suis honoré de vous remettre ce cadeau qui est un voyage en compagnie de votre épouse. Sentiment de reconnaissance envers ses collègues pour le temps passé au service de la République et surtout pour le moment de joie, de succès et de défis passés ensemble en restant convaincu que cette entreprise étatique va continuer à apporter haut le valeur de rigueur et d'intégrité pour le bien de la RDC. Et il se tient à Gaborone, capitale de Botswana, la semaine de l'énergie des pays de la SADC, occasion pour le ministre congolais des Ressources hydrauliques et électricité de vanter les potentialités énergétiques de la République démocratique du Congo et les avancées réalisées dans ces secteurs. Le commentaire est signé par Alain Mbikaï. Ces assises sous-régionales réunissent à Gaborone, capitale botswanaise, les ministres des pays de la SADC ayant dans leurs attributions l'énergie. L'objectif visé est la recherche des solutions rapides en vue d'accélérer la production des énergies durables. C'est dans ce cadre que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Lombamouba, a porté la voix de la République démocratique du Congo à ses travaux pour présenter les potentialités énergétiques et opportunités qu'offrent les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et faire un état de lieu de plusieurs projets développés au pays pouvant servir de modèle à d'autres pays de la sous-région. La RDC a la potentialité d'abord de produire une énergie totalement verte. Généralement, nous produisons chez nous en hydro et nous avons montré notre modèle comme un modèle qui est avantageux, mais aussi les autres pays peuvent développer aussi des réseaux et profiter de la solution que les solutions vertes, notamment la solution dans les solutions photovoltaïques que la RDC peut présenter pour permettre à ce qu'ils aient une électricité abordable à moins cher et rapidement. Nous avons lancé et finalisé pratiquement les travaux de la construction du barrage de Katende, 64 MW supplémentaires. Ça veut dire que la RDC, non seulement qu'elle développe des nouveaux projets, mais seulement elle est restée dans sa ligne droite de produire de l'énergie verte. Il était aussi question pour les ministres des Ressources hydrauliques d'appeler les pays de la SADC à soutenir les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'agression rwandaise et les exactions sur les populations civiles dans les zones occupées. Et ici à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur a ouvert hier l'atelier stratégique régional des représentants des institutions nationales des droits de l'homme et de la SADC et de l'EAC, ainsi que les leaders des organisations de la société civile locale. Une manière de contribuer au retour de la paix dans l'Est de la RDC, nous dit Mireille Ndeke dans ce reportage. Cet atelier régional de 2 jours organisé par la Commission nationale des droits de l'homme que dirige son président Paul Sampou-Moukoulou vise à monter des stratégies communes pour conjurer les violations massives des droits de l'homme dans les zones sous occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est une stratégie qui fera tache d'huile. En Afrique, les acteurs de la SADC se sont déployés pour venir partager avec nous leur sympathie, compassion et comprendre davantage pour qu'elles aillent aussi rapporter à leur pays ce qui se passe réellement à l'est du pays où pratiquement le massacre de la population que l'on pourra qualifier d'ici là d'un véritable génocide du peuple congolais dont le Rwanda se rend coupable. La représentante du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Corinne, est intervenue pour saluer l'initiative. Les Nations Unies restent pleinement engagées aux côtés du peuple congolais dans sa quête de paix et de justice. Notre engagement repose sur une approche basée sur les droits humains qui place la dignité et le bien-être des populations au centre de toute action. Nous encourageons les autorités nationales à poursuivre leurs efforts pour renforcer l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir un dialogue inclusif pour une paix durable.
Plusieurs personnalités politiques, judiciaires et de la société civile ont pris part à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels les coordonnateurs du mécanisme des suivis, le professeur Alphonse Toumbalouaba, le professeur Sylvain Loumou de la Cour constitutionnelle, le professeur Taylor Loubamba, chargé à la présidence de la République, la vice-présidente de la CNDH-RDC, maître Joël Konambamba, le commissaire national Jean-Richard Chibanda de la CNDH-RDC, chargé de droits politiques et civils. Je l'ai dit au début de ce journal, la ville de Kananga est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Pour protéger cette ville, un projet d'urgence et de résilience doit être mis en place. C'est la raison de la tenue de la deuxième session du comité de pilotage national ici à Kinshasa, travaux présidés par le ministre de l'Urbanisme. Nanou, on va nous en parler. Ouverture de la deuxième session du comité de pilotage national du projet d'urgence et de résilience urbaine de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. C'est mardi 25 février 2025 au fleuve Congo Hôtel. Ce moment marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de ces projets d'envergure qui visent à renforcer la résilience urbaine de la ville de Kananga et à améliorer durablement les conditions de vie de sa population. La réussite de ce projet repose sur notre capacité à travailler ensemble, dans un esprit de synergie et de responsabilité. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session du comité de pilotage national du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. À l'instar de nombreuses villes de la République démocratique du Congo, la ville de Kananga fait face aux défis liés à l'urbanisation rapide et à la catastrophe naturelle à la base de nombreuses têtes d'érosion qui menacent les infrastructures comme les habitations, la population, l'aéroport et la voie ferroviaire. Ont participé à ces travaux les experts, le cadre de l'administration et du cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat, ainsi les partenaires financiers de la Banque mondiale. Le gouverneur du Kasaï central a été représenté par le maire de la ville de Kananga, Rose Moussope. Le circuit financier des entreprises de l'État doit être digitalisé afin de canaliser les ressources mobilisées. Une firme internationale basée à île Maurice se propose d'aider l'ANEP dans ce sens. Le reportage est de Yolande Voka. Seule la digitalisation du circuit financier des entreprises de l'État congolais rendra possible la survie et la croissance économique des entreprises du portefeuille ainsi que les établissements publics. C'est autour de cette problématique que l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a mis autour d'une table les délégués de chaque entreprise membre avec les représentants de la firme internationale AfriquePay pour une réunion de concertation en vue d'explorer les meilleures pistes pour finalement digitaliser leur circuit financier. Alors AfriquePay apporte déjà l'accompagnement en termes de compréhension du sujet de la digitalisation qui n'est pas un sujet simple. Ça se dit comme ça facilement, mais au niveau de l'implémentation, ça rencontre souvent des difficultés. Donc la première des choses, c'est apporter l'accompagnement qu'il faut en formant les équipes, mais en les accompagnant sur le terrain pour pouvoir mieux comprendre leur organisation, mais aussi en leur apportant les outils qu'il faut pour pouvoir mettre en place, les outils, les process, pour mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif de la digitalisation. Donc vraiment, c'est cette proximité. Et naturellement, avec nos partenaires financiers qui nous ont accompagné, n'est-ce pas, les entreprises de l'État à la recherche de financement pour réaliser ces projets majeurs de digitalisation des organisations. Pour l'administrateur, secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, la digitalisation du circuit financier ouvre la voie à une mobilisation accrue de recettes pour soutenir les FARDC face à l'agresseur rwandais et rationaliser les dépenses publiques. Et en Ituri, l'axe Kasavubu au grand marché de Bounia sera bientôt asphalté. Les travaux préliminaires ont déjà démarré. Travaux exécutés par la société Safricas. Le reportage est signé par Junior Oselemani. Il s'agit des premiers travaux exécutés sur l'axe Kasavubu au centre-ville de Bounia. Un sentiment de satisfaction pour ces taximens motos qui ont vu leur rêve d'antan se réaliser. Enfin, c'est complexe-t-il.
Nous sommes très contents que nos autorités pensent à nous. Ici sur l'axe Kasavubu, nous pensions déjà beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes convaincus parce qu'il vient de nous prouver que les travaux ont démarré. Le tracteur est en train de faire du bon travail ici. Vraiment, grand merci. Si toutes les autorités précédentes travaillaient comme les généraux, Tubunia serait asphalté. Que d'autres qui pourront suivre également fassent la même chose. Nous remercions Safricas et d'autres sociétés. Ingénieur Olivier Moussikanda, responsable de la société Safricas à Bunia, annonce que la jonction avec l'axe aéroport sera faite d'ici le 15 mars. Nous avons commencé ça à l'entrée du gouvernorat et nous allons nous diriger vers Grand Marché. C'est à ce moment-là. Donc c'est un petit peu désenclaver même l'aéroport. Les gens qui viennent de l'aéroport pour ne pas prendre la grande route, peuvent facilement prendre le secondaire qui est Kasavubu pour continuer sur la ville. D'ici le 15 mars, je serai déjà vers la jonction avec l'aéroport et puis nous allons continuer. Grâce au leadership incontestable du lieutenant général Lubuyanka Chamadjoun, plusieurs chantiers depuis l'histoire de l'Ituri incarnant la vision du commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nombreuses routes en ville de Bunia sont déjà asphaltées et d'autres travaux sont en cours. Une fierté pour les Ituriens et Congolais dans son ensemble. Le gouvernement provincial du Kwilu a été réaménagé. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a été remplacé. La cérémonie de remise de reprise est intervenue en présence du gouverneur de province. D'autres détails dans ce reportage. C'est ce mardi 25 février 2025 que son Excellence Grégoire Malois a officiellement pris ses fonctions en tant que ministre provincial de l'Éducation. Succédant donc à l'honorable Eric Mouziazia qui a opté pour l'Assemblée provinciale du Kwilu après avoir été élu député provincial dans le territoire de Massimanimba. Lors de la remise et reprise, l'honorable Eric Mouziazia a encouragé son successeur à gérer avec intelligence et sagesse les dossiers des enseignants, des écoles et des bureaux gestionnaires. Étant donné que c'est un gouvernement de continuité, le ministre a l'avantage d'avoir dans son actif le cabinet complet avec qui il va devoir travailler. C'est un cabinet qui a travaillé avec nous pendant 5 ans. Le cabinet a la maîtrise des dossiers et tout ce dont vous aurez besoin comme directives, d'orientation et consorts, nous sommes au service de la province. Nous sommes disposés à vous orienter. De son côté, son Excellence Grégoire Malois a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur et lui souhaite du succès à l'Assemblée provinciale. Sinon, en tout cas, grand merci, Élie le ministre, votre futur mandat au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est la continuité de l'administration. Nous assumons l'intérim. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La directive, il est encore là. Il n'est pas parti au niveau national pour avoir s'il y a des problèmes, pour l'appeler, mais il est sur place avec nous ici. Vous savez la cohabitation entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, il devient député qui viendra contrôler le gouvernement provincial en attendant la nouvelle équipe. L'événement s'est déroulé au cabinet du ministre provincial de l'Éducation à Bandundu-Ville, en présence du secrétaire provincial du gouvernement, Maître Zéphiré Moumango Mosei et d'autres membres du cabinet. Et on va parler de cet atelier qui a été organisé sur le renforcement des capacités en faveur des directions d'études et de planification des services de l'État. Serge Merlin Mata pour d'autres explications. Durant 5 jours, les experts des directions d'études et de planification vont être dotés des outils nécessaires afin qu'ils soient capables d'élaborer les documents de politique sectorielle de leurs ministères respectifs. Lors de l'ouverture des travaux, le secrétaire général au plan et à la coordination de l'aide au développement a tout d'abord salué particulièrement l'initiative. Daniel Epembe Moussango a par la suite rappelé la mission principale du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. L'état des lieux dressé par mes services sur l'état d'avancement de l'élaboration des politiques sectorielles renseigne que seuls 14 ministères disposent des documents de politique sectorielle validés
par le gouvernement de la République démocratique du Congo. 8 ministères ont des documents de politique sectorielle validés techniquement. 7 ministères disposent de drafts. 19 ministères sont en cours d'élaboration de leur politique sectorielle. Dans son intervention, Madame le directeur, chef de service à la direction de coordination des structures, d'études et de planification, a relevé l'importance de cet atelier de formation. L'élaboration des documents de politique sectorielle revêt une importance capitale car elle constitue l'une des préalables au basculement du budget des moyens vers les budgets programmes tel qu'est prévu dans la loi relative aux finances publiques. On va lire la presse parue ce matin à Kinshasa, la revue des presses, une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mercredi 26 février 2025. Guerre d'agression, Londres impose des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda, annonce Info27.cd. Dans un communiqué sur la guerre d'agression du Rwanda à la RDC, David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, a annoncé une série de mesures contre le gouvernement rwandais. Celle-ci inclut la suspension de la participation à des événements du haut niveau, la réduction des activités commerciales et la révision des aides financières et militaires, tout en appelant à une solution politique au conflit. Selon l'UNFPA, près de 500 cas de violences sexuelles signalés en une semaine à Goma, rapporte le quotidien. Selon le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, près de 500 cas de violences sexuelles signalés en une semaine dans la ville de Goma, dont plus de 150 impliquant des enfants lors de la dernière flambée de combat. L'UNFPA indique que les femmes et les filles sont victimes de taux efférents de violences basées sur le genre, notamment de violences sexuelles liées au conflit. L'ONU alerte sur l'aggravation de l'épidémie de choléra à Goma et ses environs, note la tempête des tropiques. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été privée de la desserte en électricité et en eau potable pendant plus de 10 jours à la prise de cette agglomération de plus ou moins 2 millions d'habitants par les rebelles du 1-23 et l'armée régulière rwandaise. Pendant cette période d'horreur, de nombreux habitants de Goma ont été contraints de consommer l'eau insalubre du lac Kivu. Une des conséquences est l'apparition d'une épidémie de choléra dans cette ville. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 420 cas et un décès ont été signalés sur 2 semaines consécutives, soit plus d'un tiers des 1280 cas de choléra enregistrés dans toute la province du Nord Kivu depuis le début de l'année. Chikapa, au moins 8 morts dans un accident routier à Louvois, titre 7sur7.cd. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort dans cet accident survenu le mardi 25 février 2025 sur la route nationale numéro 1 au village Louvois dans le secteur de Bapende dans le territoire de Chikapa dans la province du Kasaï. Selon l'administrateur du territoire de Chikapa, Nico Ngenze Kitambala, un camion Mercedes en partance de Kinshasa vers Chikapa s'est renversé après avoir traversé le pont Louvois. Le surchargement des marchandises est la principale cause de cet accident mortel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, un journal coordonné par Ricky Nzouzi Ndoya, Papin Guinamao et Pascal Chissono, réalisé en leur nom et au nom de Nyoshinyo, Koulnana Nawej, Patricia Ungu et Renette Goulonga. Nous vous remercions de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Au revoir.